Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Plein Cadre, le podcast de Martin Eden. Et aujourd'hui, on est avec Anita. Bonjour Anita. Bonjour. On a reporté ce podcast pas mal de fois parce que le livre est épais, parce que le livre est lourd, parce que l'historienne Michèle Zancarini-Fournel est lourde. Et Anita, déjà, présente-toi pour le public. Bonjour, je m'appelle Anita. Je suis historienne de formation. J'ai fait aussi un peu de sciences politiques, mais surtout de l'histoire. Je suis prof d'histoire et de français dans un lycée professionnel. Mais je suis aussi très engagée. Je suis militante à la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Et je suis aussi militante au Mouvement du Nid, une association féministe qui aide des femmes prostituées. Et voilà, du coup, tout ça pour moi, les luttes dont on va parler dans ce podcast, c'est un peu lié. Voilà, je sais pas si je peux rajouter quelque chose. Non, je pense que c'est très bien. Je pense que là, de toute façon, les rageux se sont arrêtés à militants de la LICRA. De toute manière, voilà, je pense que voilà. Alors, rassurez-vous, chers amis. Alors, ouais, mais Martin, tu trahis, t'es devenu un social traître, un militant de la LICRA. Quelle indignité. Alors, calme-toi, déjà. Prends le temps de respirer, mais surtout en fait on va parler d'un livre qui est profondément libertaire. Donc là c'est le contre nous, tu vois, c'est pas moi qui me sauce démise, tu vois, c'est la LICRA qui devient libertaire, tu vois. Voilà. Le contre nous est total parce qu'en fait on va parler du livre du Michèle Zancarini-Fournel qui est à mes yeux certainement une des historiennes françaises les plus intéressantes qui soit, en tout cas qui soit encore en vie déjà pour commencer. Voilà, déjà c'est un bon point, mais surtout qui a écrit ce parpaing historiographique absolument imparable qui est des luttes et des rêves. Et je mets quiconque au défi de lire ce livre et de lire que c'est un livre de social-démocrate. Alors là, franchement, vous pouvez y aller, je vous mets tous au défi. Voilà, c'est défi challenge. Lisez les livres-pages de ce lourd livre, du lourd socialisme et du lourd collectivisme intersectionnel. Et si vous me dites que ça, c'est social-démocrate, ok, je suis social-démocrate, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, voilà, mon entrisme au sein de la LICRA pour qu'il devienne libertaire et se passe absolument sans accroche. Et donc, voilà, Anita, donc avec cette introduction où j'ai dévoilé mon plan d'entrisme, est-ce que tu peux rajouter un petit peu globalement la démarche du livre, d'un point de vue historiographique, d'un point de vue angle aussi, quelque part, ça peut être intéressant. Alors c'est vraiment, déjà c'est bon, il fait quoi, 1000 pages peut-être? Ouais, à peu près, ouais, 1000 pages. Il fait un bon 1000 pages et format broché, hein. C'est vraiment, heureusement que j'ai que le PDF parce que mais les droits d'auteur, attends, on va me taper dessus. Attends. Ah oui, non, tu as acheté le livre. Je te l'ai pas filé le PDF de manière totalement illégale. Non, tu as acheté le livre. Tu as acheté le livre. Ok, bon alors il fait à peu près 1000 pages, ce qui est assez énorme de manière générale même pour un ouvrage de recherche. Et alors c'est Michèle Zancarini-Fournel. Au début j'ai bien aimé. Enfin en fait elle fait un peu d'égo-histoire où elle reprend son histoire personnelle. Elle a un grand-père maternel qui est anarcho-syndicaliste, mais qui a jamais été encarté. Et il a un peu vécu la répression des manifestations pendant l'entre-deux-guerres et plus tard même pendant la guerre d'Algérie, où il était très âgé pendant la guerre d'Algérie, mais il continuait d'imprimer des affiches pour la paix. Elle a un autre grand-père paternel qui était mineur et du coup qui a vécu toutes ces mauvaises conditions, les coups de grisou. Et ensuite, son père, donc c'est encore une autre génération, il était ouvrier et résistant pendant l'occupation. Et dans son usine, il a contribué à des sabotages. Et ensuite, il a été syndicaliste dans les années 50. À côté, sa mère était institutrice et militante plutôt féministe, du coup. Mais elle a dû laisser tomber son militantisme après son mariage. Et malheureusement, elle le regrettait. Et donc, Michèle Zancarini, elle explique que ses grands-parents
sa mère et son père, tout ça, ça a fait un peu... C'est des personnes qui l'ont inspiré et pour écrire ce gros bouquin. Alors, du coup, ça commence par l'année 1865, qui est à la fois le début du Code noir, mais aussi l'édit de Fontainebleau, la révocation donc de l'édit de Nantes et la répression pour les protestants. Et donc son objectif, c'était de décentrer, de s'intéresser à la France d'en bas, aux gens qui sont sans nom, à la fois aux plus pauvres, aux opprimés, même s'ils sont pas forcément minoritaires, mais à la fois aux opprimés et aux minorités ethniques ou religieuses, on va dire. Et pas seulement aux puissants, à ceux qui sont les vainqueurs, comme on dit souvent que l'histoire a été écrite pour les vainqueurs. Donc elle fait un peu le lien entre le féminisme, les luttes sociales, les luttes antiracistes, les luttes LGBT. Elle parle aussi un petit peu, pour l'instant j'ai lu surtout la première partie, mais elle parle un petit peu du tabou qu'il y a autour de l'histoire coloniale de la France. Et elle dit aussi la France ne se résume pas à Paris, donc elle va aussi parler des campagnes. Et du coup, elle choisit vraiment 1865, début du Code noir. Alors, rectification, 1685. Oui, ah oui, c'est vrai. 1685, début du Code noir et édit de Fontainebleau. Et la fin, c'est 2005. Et avec 2005 et d'une certaine manière le retour un peu de la question coloniale, mais aussi les émeutes. Et bon, j'ai pas lu la fin, mais du coup elle essaye de partir sur une partie, elle essaye de d'englober une histoire vraiment très large et de lier des luttes qui au premier abord apparaissent vraiment très différentes, mais qui finalement sont aussi liées. Voilà. Ce que je pourrais rajouter aussi par rapport à la démarche de ce livre, on pourrait reprocher une certaine historiographie marxiste de se concentrer, de voir un surinvestissement sur le prolétariat, pour des raisons que je peux comprendre. Effectivement, c'est le prolétariat aussi, c'est celui d'en bas. Mais c'est-à-dire que Michel Zancarny-Fournel a plutôt une prétention un peu intersectionnelle, c'est-à-dire que on va parler du prolétariat. Le prolétariat n'est pas délaissé dans ce livre, bien au contraire, il cohabite de manière égale avec les racisés, les femmes et les LGBT. Voilà, c'est tout simplement. Et c'est ce qui fait que même 1000 pages, vu toutes les périodes qu'elle traite, en vrai, c'est un peu court, en vrai. Tu vois, donc ce livre-là, à mon humble avis, mon avis personnel sur le livre, pour moi, le numéro uno sur le sujet, ça restera pour moi le livre de Charles Rive, Le socialisme sauvage. Pour des raisons personnelles, parce que c'est un livre qui parle d'autogestion. Le livre est vraiment anarchiste et écrit par un anarchiste, on va dire, par Charles Rive, militant révolutionnaire portugais, pendant la dictature de Franco au Portugal. D'ailleurs, bisous au camarade Charles Rive. Mais on va dire celui-là, Michel Zancarny-Fournel, c'est un très très bon numéro 2, ou comme j'aimerais appeler un numéro 1 bis. C'est-à-dire que Michel Zancarny-Fournel n'est pas une révolutionnaire pure et dure comme peut l'être Charles Rive. C'est une universitaire, une historienne, je crois même historienne de l'histoire contemporaine, si je dis pas de bêtises. Mais malgré tout, son livre, moi je le mets à égalité avec le livre d'Howard Zinn, Histoire populaire des États-Unis. Je le mets vraiment à égalité en termes d'intention, d'impact, quelque part aussi de qualité. Même si l'histoire populaire des États-Unis est peut-être un peu plus axée prolétariat, on va dire, là où Michel Zancarny-Fournel il a quand même une part non négligeable de féminisme et d'antiracisme et de lutte LGBT. Et donc, ce genre de livre fait plaisir, en fait, à lire parce que, déjà, des livres d'historiographie marxiste comme Daniel Guérin, etc., sur la Révolution française, c'est toujours plaisant à lire, lisez Daniel Guérin. Mais avoir ce genre de livre où, en fait, on laisse personne sur le bas-côté de l'histoire, en termes de combattants, parce que j'allais dire de nécessité, mais en vrai, ça, c'est une formulation vraiment méprisante. Je veux dire, de gens qui se sont battus pour leurs droits. Eh bien, voilà, il n'y a pas de marxisme un peu bizarre, un peu masculin. Non, là, on oublie. En tout cas, le livre essaie vraiment de n'oublier personne. Après, aucun livre n'est parfait, mais en tout cas, c'est un peu comme les Wachowski, tu vois. C'est avec le film Claude Atlastien, je vais filmer la vie.
On sait qu'il y aura des erreurs, mais on peut en tout cas saluer la prétention, en tout cas la volonté initiale du livre, et quelque part, même malgré les imperfections éventuelles ou même réelles, on peut au moins saluer l'effort qui a été fait, que je pense que c'est un effort sincère. Donc, tu veux qu'on commence par la 1685 ? Ouais, on peut faire ça, ouais. Alors déjà, pourquoi 1685 ? Voilà, pourquoi c'est une année charnière. Voilà. Alors, ça marque vraiment un tournant en fait d'une répression du pouvoir royal. Le pouvoir royal qui décide d'unifier la France religieusement avec la répression des protestants, et en même temps aussi c'est une centralisation du pouvoir monarchique de Louis XIV, et en même temps il y a aussi l'expansion des colonies, et donc l'esclavage, et voilà. Oui, c'est vrai qu'aussi, même dans le, comment dirais-je, enfin, l'édit de Nantes aussi, qui vient dans un contexte historiographique où, effectivement, comment dirais-je, où les Juifs ont été aussi chassés du royaume de France, enfin, alors que dans les colonies, enfin, si je dis pas de bêtises, dans les colonies, ils sont plus, enfin, même dans l'édit de Nantes aussi, même dans le Code noir aussi, le premier article, en tout cas, pour le Code noir pour les Antilles, le premier article est réservé aux Juifs, pour dire qu'ils doivent dégager aussi. Donc aussi, il y a une forme de, quand on parle de colonisation, on parle des Juifs, mais encore une fois, c'est pas la manière dont on l'aurait pensé. Effectivement, le premier article, c'est vraiment dans le Code noir des Antilles, pas celui du continent. Je crois de celui des Antilles de mémoire. Eh bien, le premier article concerne les Juifs pour les chasser du royaume de France, pour dire qu'ils n'ont, voilà, qui n'ont pas, qui n'ont pas à être là, tout simplement, quoi. Et d'un côté, les esclaves, ils sont des biens meubles, donc, ils ont pas de droit, quoi, mais en même temps, ils doivent quand même avoir la religion de leur maître, et ils doivent quand même être baptisés et avoir une formation de catéchisme, entre guillemets. Et donc, même si, ils ont aucun droit, mais à côté, on pense quand même à leur imposer la religion catholique. Et ouais, c'est quand même fou. Et à côté, il y a aussi les colons juifs hollandais dans les plantations de canne à sucre qui sont chassés avec l'arrivée des jésuites. Effectivement, et donc effectivement, c'est aussi, on pourrait aussi, c'était dit Nantes aussi, quelque part on pourrait vaguement évoquer un basculement autoritaire dans la gestion des minorités aussi. C'est effectivement un truc très vertical. Là où avant c'était gérer un peu à la va comme je te pousse, mais en tout cas il y avait une certaine forme d'autonomie dans les décisions. En tout cas, je vais pas dire que c'était autogéré, bien évidemment, j'aurais pas cette arrogance de dire ça, mais il y avait une forme d'autonomie dans la gestion des, entre guillemets, des problèmes sociaux, on va dire. Là où c'est vraiment la centralisation monarchique, là, l'édit de Nantes, c'est 1685, c'est Louis XIV. Je pense qu'on peut pas faire un roi plus centralisateur que ce gars-là, tu vois. Donc effectivement l'édit de Nantes est un petit peu à l'image de son règne aussi, c'est-à-dire une gestion extrêmement verticale où tout passe par lui, quoi. En tout cas, une gestion extrêmement centralisée autour de lui, de sa personne, et donc fatalement autoritaire, quoi. Donc voilà, et je te propose qu'on aille sur les 3 grands volets du chapitre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors il y a un premier, il y a un chapitre sur vraiment le code noir, le racisme d'État, et qui explique un peu les objectifs du code noir et les conséquences qu'a eu le code noir. Mais ça parle aussi des rébellions des esclaves, voilà, pour résumer, et ça analyse un peu aussi comment il y a vraiment eu une forme de racialisation avec des distinctions entre les noirs, les métis, qu'on appelait les mulâtres. Et comment finalement il y a un peu un côté
celui qui était le plus noir, c'était un peu le plus opprimé. Et voilà, et ça a aussi eu des impacts sur les Amérindiens. Et le Code noir avait d'ailleurs aussi pour objectif d'éviter un peu le métissage culturel entre les Amérindiens et les Africains. Et on parle du coup aussi des Antilles. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est plus sur la révocation de l'édit de Nantes et sur les protestants. Et sur d'un côté les répressions et les violences envers les protestants, mais aussi un peu sur comment ils s'organisent. Il y a des dragonnades, il y a des violences, des gens qui sont exécutés, mais en même temps les protestants ils s'organisent aussi pour résister. Et ils ont des sortes d'églises clandestines finalement. Ils ont des églises du désert, et malgré toutes ces répressions, ils gardent quand même leur foi, et donc ils s'affirment comme minorité. Et ensuite, il y a un dernier chapitre sur les Indiennes, sur le textile. Alors en fait, à la même époque, il y avait des toiles peintes ou imprimées, les indiennes, qui étaient importées par la Compagnie française des Indes orientales. Et les artisans indiens utilisaient les mordants des sels pour fixer les colorants de la teinture. Ils avaient toute une palette de couleurs riches et brillantes, avec par exemple le bleu indigo. Et c'est aussi une forme de capitalisme, parce que les classes des femmes populaires, elles se sont appropriées ces tissus-là, elles se sont appropriées les indiennes. Et on pourrait presque, c'est un peu tordu, mais on pourrait presque faire un lien avec tout ce qui est fast fashion aujourd'hui. Et d'ailleurs, les indiennes ont même été interdites. Il y a eu pourtant les femmes ont quand même continué à les porter. Et donc c'était aussi une forme de résistance. Voilà. Et on lit du coup le capitalisme, la mode. Et à côté l'esclavage, les répressions anti-protestants. Et du coup c'est vraiment très dense, mais voilà, j'ai essayé de résumer du mieux que je peux. Les indiennes, on est bien d'accord que voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent, les indiennes, c'est pas genre là en France on portait pas littéralement des indiennes sur le dos, c'est-à-dire qu'on parle bien d'un tissu quoi. Enfin on parle bien d'un tissu comme d'autres aujourd'hui porteraient un poncho, enfin une sorte de réappropriation culturelle au nom de la mode, au nom de l'esthétique vestimentaire. C'est bien ça dont il est question. Oui. D'accord, ok. Déjà l'appropriation culturelle déjà à l'époque quoi. Oui. Mais conclusion, c'est vrai que la fast fashion, c'est vrai que en plus t'en avais un peu parlé et je trouvais ça intéressant parce qu'il y a tellement même vraiment Shine finalement c'est tellement un sujet tout ce qui se passe en ce moment. Et bon, maintenant ils ont même le truc des poupées sexuelles là en forme d'enfant. Non mais c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Le plus horrible, c'est pas que ça se vende, mais que ça s'achète. C'est peut-être ça le plus horrible, quoi. Que des gens payent. C'est quand je me dis qu'il y a des clients qui payent ça, mais des poupées littéralement. Enfin, c'est je suis soudainement nostalgique des Tamagotchi. Au moins, ça portait pas autant de conséquences. Au moins, ça comptait pas autant de conséquences. Mais c'est vrai que oui, c'est comment dirais-je, tu veux qu'on revienne un peu point par point, parce que là, t'as fait un travail un peu complet, point par point. Je suis un peu. Non, t'as fait une analyse globale. C'est-à-dire que le chapitre 1 a ses trois parties, c'est vrai. Le chapitre 1 a ses trois parties. Mais c'est-à-dire que voilà, là, c'est par exemple au Code noir, c'est la question qu'on pourrait se poser un peu connement, tu vois, c'est
Enfin, alors, je restitue d'un point de vue historique avec des marqueurs assez banals. Là, on est en 1685. C'est quoi 1685? Déjà d'une, c'est Louis XIV, comme je viens de le dire. Mais gardez à l'esprit que, voilà, on est après les Trois Mousquetaires. Voilà, on est après D'Artagnan. Tu vois, D'Artagnan, c'est avec Louis XIII. Voilà. On est avec un peu Louis XIV, on va dire. Et dans le film que vous avez vu avec les Mousquetaires, avec Pierre, j'allais dire pas Pierre Ninet. Pas lui, l'autre acteur français, avec les deux films d'Alexandre Dumas qui sont sortis en France récemment. Effectivement, il y a eu, on va dire, des conflits religieux autour d'une ville en Bretagne, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus, enfin bref, il y a eu un conflit avec les protestants. Donc là, on se situe un peu quelques temps après. Mais justement, dans ce temps-là, pourquoi le code noir a été pondu? Quelles sont les conditions, quand, comment, pourquoi on l'a pas fait avant, pourquoi on l'a pas fait après? Qu'est-ce qui dans l'époque finalement a poussé à cet instant T à la création du code noir et osons le dire peut-être un racisme d'État? Alors, le code noir, il s'inscrit dans la naissance de l'esclavage moderne qui a eu lieu. L'esclavage a toujours existé, mais du coup, vraiment, c'est un peu l'esclavage moderne qui apparaît aux Antilles vers 1433. Et c'est plus général, c'est en lien avec l'exploitation des cannes à sucre et le sucre qui se répand, qui jusque-là était plutôt réservé à l'aristocratie et qui se répand chez les aristos. Il y a toute la mode aussi des boissons coloniales, du thé, du café, du chocolat. Il y a aussi la couleur indigo qui est produite à Saint-Domingue. Et la traite il y a des compagnies qui sont agréées pour le roi pour organiser la traite négrière. Mais ça suffit pas non plus à combler les besoins de main-d'œuvre. Et du coup, il y a même un trafic, il y a des colons qui achètent des esclaves en contrebande aux Hollandais, aux Anglais, aux Danois. Et voilà. Et après, comme j'en avais un peu parlé, il y a des nouvelles catégories qui sont créées sur la ligne de couleur, avec une notion de pureté du sang. Et par exemple, il y a les enfants métis, un père blanc et une mère noire, qui sont appelés les mulâtres ou les mulets. Et c'est vu un peu comme une naissance honteuse. Il y a les autochtones des Caraïbes qui sont appelés les naturels du pays. Et parfois ils sont assimilés aux blancs, mais parfois ils sont aussi assimilés aux libres de couleur. Et par exemple, mais les catégories, elles sont aussi parfois floues parce que, par exemple, un libre de couleur qui est affranchi, il peut redevenir esclave si jamais il héberge des fugitifs. Et le code noir, en fait, ça avait pour but aussi de limiter le nombre de mulâtres, d'empêcher vraiment le métissage et la mixité. Mais c'est plutôt un échec parce que le nombre de mulâtres ne cesse d'augmenter. Et ça, on peut peut-être en parler après, mais finalement, le code noir, il y a aussi ils ont pas réussi à obtenir la fin du métissage. Ils ont pas vraiment réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. D'accord. Donc il voulait, et par rapport à donc ce que tu entends dire par rapport à ça, c'est que dans la France, on va dire continentale, il y avait une certaine aristocratie, voire une bourgeoisie qui était en manque de produits qui ne pouvaient être produits que dans les Antilles, la canne à sucre et on va dire et le chocolat. Et donc c'est pour ça,
le code noir en fait est quelque part un espèce d'aboutissement en fait pour structurer un peu la manœuvre dans la division raciale du travail, quoi. C'est-à-dire on avait besoin de gens, au lieu que ce soit un peu le bordel où tout le monde gère un peu à courte vue, on va dire. Là, c'est on structure, voilà, on codifie, etc. pour que ça soit un peu pour optimiser pour augmenter la production, tout simplement, quoi. Donc effectivement, dans cette logique-là, les hiérarchies raciales se sont faites un peu mécaniquement, quoi. Oui, voilà. J'espère que vous appréciez bien votre chocolat si vous nous écoutez. J'espère que vous appréciez. Mon Dieu, c'est en même temps c'est un peu évident, tu vois, parce que bon, les produits ils sortent pas comme par magie, mais c'est vrai que voilà, la production n'est pas déconnectée aussi du processus de racisation aussi. C'est à un moment donné, voilà, comme dirait un certain barbu du 19e, condition matérielle d'existence. Voilà, le famoso matérialisme, quoi. Et donc, le code noir, donc c'est un texte pas si exceptionnel que ça, mais c'est juste l'aboutissement d'une pratique coloniale, quoi, tout simplement, quoi. C'est l'aboutissement de espèce de. En fait, ça va réguler toutes ces pratiques qui existaient déjà avant. C'est une institutionnalisation, on va dire. D'accord, ok. Alors, je vous conseille vraiment, le livre, je le mettrai dans la description. N'hésitez pas à y aller. Hein. Enfin, nous, on va y aller par chapitre. Hein. J'oublie de dire ça aussi à l'intro, mais on va pas tout traiter d'un coup. Hein. Un livre de 1000 pages, un podcast d'1 heure et demie, vous, vous doutez bien que bon, ça va être compliqué. Mais on va y aller par chapitre. Mais vraiment, n'hésitez pas. Enfin, si vous achetez ce livre pour le lire, ne le lisez pas d'une traite. Allez-y tranquillement. C'est un peu comme Das Kapital. C'est pas un livre qui se lit d'une traite. Hein. C'est pas un roman de Dan Brown. On est d'accord, quoi. Voilà, c'est pas le Da Vinci Code, quoi. Donc surtout, ne culpabilisez pas parce que vous lisez pas le bouquin d'une seule traite. C'est le genre de livre. Faut prendre le temps de le lire, de digérer l'information et d'y revenir, même peut-être une semaine ou deux après. Hein. C'est pas interdit. C'est même plutôt recommandé pour être un peu intelligent, quoi. Et donc, et parmi justement cette processus de racisation, est-ce que les gens ont accepté docilement de se faire tataner la gueule? Voilà. Non. Il y a eu des formes de résistance assez diverses. D'abord, il y a eu des formes de résistance passive, et d'ailleurs qu'on pourra retrouver après même dans les colonies au XXe siècle. Les esclaves, ils travaillaient volontairement lentement. Parfois, ils faisaient semblant d'être malades. Et après, c'est assez horrible, mais il y a des femmes qui préféraient avorter ou voire carrément tuer leurs enfants pour pas avoir d'enfants esclaves. Et parfois, il y avait aussi des suicides chez les nouveaux arrivants. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle le marronnage, des esclaves qui s'enfuyaient et qui se cachaient. Et le marronnage maritime, c'était quand ils s'enfuyaient avec des petits bateaux ou des pirogues pour aller sur les îles voisines. Mais bien sûr, ils étaient fortement réprimés. Ils pourraient se faire couper la jambe, voire se faire couper le nez. Et il y a l'exemple de Saint Christophe en 1639, où il y a des hommes en Guyane, où il y a des hommes et des femmes qui se sont enfuis. Et le 3 avril 1700, il y a 50 esclaves d'une habitation qui ont tué les maîtres blancs, et ils ont pillé l'habitation et ils ont tout détruit. Et ensuite, ils ont pris la fuite, mais malheureusement, ils ont été arrêtés et ils ont été torturés et roués vifs. Et donc, oui, il y a eu des fuites, et même des formes de résistance passive en sabotant volontairement le travail, on va dire. Mais malheureusement, ils ont quand même souvent été réprimés et mutilés, voire tués. Et oui, donc oui, globalement, les gens ne se sont quand même pas laissés faire. Il y a eu des très fortes résistances. Mais est-ce que ces résistances aujourd'hui, est-ce que
comment dire, même les résistances et le code noir, en fait, par rapport à la mémoire française, en fait, ça laissait quoi comme trace, en fait? Est-ce que c'est devenu une espèce de truc un peu OSEF sur 20 ou c'est enfin, en plus toi t'es historienne, donc tu pourrais peut-être pas de la bonne période, on va dire, mais en tout cas globalement dans des études d'histoire, est-ce que le code noir ça revient souvent? Est-ce que c'est en mode un peu point de détail de l'histoire? C'est vrai que jusqu'aux années 80, on n'en parlait pas beaucoup, même dans les manuels scolaires. Et en fait, à partir des années des années 90-2000, il y a eu différentes lois mémorielles, notamment sur la Shoah et tout ce qui est la loi Guesso, tout ça, et ça a entraîné en fait d'autres mémoires, et notamment il y a le rôle de Christiane Taubira, de la loi Taubira de 2001, qui reconnaît la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité. Et le code noir, c'est un peu devenu le symbole du système d'oppression. Alors, malheureusement, les gens, il y a pas grand monde qui connaît réellement le contenu du code noir. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai un peu commencé là à travailler avec mes élèves tout ce qui est les grands explorateurs et l'expansion des échanges. Et juste après, j'ai pas encore fait le chapitre sur l'esclavage, mais c'est juste après. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus finalement, heureusement d'ailleurs, on a de plus en plus de l'idée du devoir de mémoire dans les programmes, et il y a une meilleure c'est vrai qu'il y a quand même une meilleure connaissance de l'esclavage. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas chez les adultes, qui connaissent de nom le code noir. Mais après, c'est vrai qu'on l'étudie pas forcément en détail et tout ça. Ah, alors, j'entends déjà Pascal Pro hurler wokisme, wokisme, voilà. Je l'entends déjà, mais c'est vrai, oui, enfin, c'est vrai. En même temps, je suis pas un spécialiste non plus des luttes, des coloniels, surtout que quand on voit les décoloniaux d'internet, à un moment donné, pardon, mais ça donne pas envie. Hashtag Ouria Boutedja. Mais après, voilà, de la même manière que Marx a ses successeurs qui sont pas vraiment au niveau, je pense que la pensée décoloniale et de Frantz Fanon, qui est un de ses représentants aussi, je pense qu'Ouria Boutedja est à la pensée décoloniale ce que sera l'étho-marxisme. Et après, ça, c'est un avis, somme toute, très personnel. Donc, ne vous braquez pas, chers amis, sur l'aspect, oui, code noir, décolonial, etc. Non. Ne vous laissez pas gaslight par Ouria Boutedja. Cette nana est une charlatan complet de A jusqu'à Z. Voilà, de la même manière que dans le marxisme, il y a eu vraiment des héritiers honteux, j'ai envie de dire quelque part, Lénine le premier, malheureusement. Eh bien, oui, dans la pensée décoloniale, malheureusement, il y a comme dans le marxisme aussi, il y a des enfants turbulents et des enfants qu'on voudrait bien se passer. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, ne laissez pas votre détestation des décoloniaux YouTube et Twitch cracher sur Frantz Fanon ou sur ce qui s'est réellement passé en termes de colonisation à un moment donné. Voilà, je redis, voilà. Tout simplement, voilà, dissension, voilà, faut voilà dissocier les deux. Je pense que c'est important, pas parce que voilà, enfin bref, c'est un autre sujet. Enfin, on est typiquement dans le sujet, mais je pense que c'est utile de le rappeler vu qu'on va publier ce podcast sur Internet, Spotify, etc. Et que j'ai un public ciblé. C'est important de souligner que non, tous les décoloniaux ne sont pas l'équivalent d'Ouria Boutedja, et tous les marxistes ne rêvent pas de tuer tous les bourgeois dès 8h du matin, parce qu'on le fait dès 7h du matin. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, par rapport à la révocation de l'édit de Nantes, est-ce que tu voudrais peut-être un peu nous en parler par rapport c'est quoi l'édit de Nantes déjà, pour commencer? C'est quoi déjà le bail? Alors, l'édit de Nantes, c'est en 1598 et c'est Henri IV qui permet aux protestants, parce que je sais pas si on peut revenir un peu sur l'histoire du protestantisme, mais du coup, c'est un nouveau courant du christianisme qui date de 1519 et qui est assez différent du catholicisme, dans le sens où, par exemple, il n'y a pas de pape et c'est beaucoup plus centré sur la religion individuelle. Enfin, il y a un peu le côté où tout le monde peut être pasteur. Enfin,
les pasteurs, par exemple, ils ont le droit de se marier, et contrairement au catholicisme, c'est pas des personnes consacrées. Et Et il y ironiquement, avait ça, aussi... pardon, Oui. ironiquement, ça rend pas les pasteurs moins pédophiles. Hein. Je tiens aussi à le Non, préciser. Voilà. je suis d'accord. Ironiquement. Après, le protestantisme, en fait, se crée dans un contexte de les carnets de doléances où, en fait, il y avait l'idée que si tu payes une doléance, tu peux avoir ta place au paradis. Et le protestantisme s'est créé aussi en réaction contre ça. Après, il y a d'autres caractéristiques du protestantisme où, par exemple, ils vont être beaucoup moins dans le côté... Enfin, quand vous entrez dans une église catholique, vous voyez, il y a des vitraux, il y a des statues, il y a des images. Et souvent, les protestants, ils se veulent simples et ils ont un peu enlevé tout ce qui était image et du coup, Henri IV, merci. Et le protestantisme, bon, ça, comme toute religion un peu nouvelle, on va dire, ça connaît un succès et tout ça. Et Henri IV, au départ, il était protestant, il était lui-même protestant, mais le roi devait être catholique. Et du coup, il a un peu été forcé de se convertir, mais en même temps, à travers l'édit de Nantes, il a aussi permis aux protestants d'avoir davantage de droits. Par exemple, j'ai un trou. T'as un trou. Ah, meubler, vite, faut meubler. Non, mais oui, c'est vrai que donc l'édit de Nantes, c'est un peu pour faire résumer, parce que là, j'entends aussi les étudiants, les L1 de sociologie. Oui, mais tu n'as pas parlé de l'éthique protestante sur le capitalisme, tel l'a écrit Max V. Enfin, oui, calme-toi. Je vais pas oublier le livre, ne t'inquiète pas. Oui, le protestantisme en soi, c'est là, la camarade vient de le résumer, voilà, le côté austère, etc. Oui, mais en soi, le protestantisme, c'est plus complexe. On est bien d'accord. C'est une histoire. C'est pas forcément mieux ou pire que le catholicisme. Je pense que sur certains aspects, c'est même pire. Mais enfin, bref, tout ça pour dire que là, c'est pas une question de développer sur le protestantisme. Effectivement, il y a une espèce de, faut se remettre un petit peu aussi dans le contexte de l'époque où vraiment la guerre de religion, voilà, c'est entre deux formes de chrétienté. Ça blaguait pas, ça tirait à balles réelles, ça avait des morts, ça déconnait zéro. On n'était pas là pour trier les lentilles. Et pour même, enfin, à titre d'information, par exemple, on va dire le Karl Marx de l'extrême droite, Charles Maurras, dans son livre Les États confédérés, si je dis pas de bêtises, oui, il mettait même à l'époque, c'était au 19e siècle, il mettait les protestants comme danger, péril pour la nation. Le 19e, c'est assez proche de chez nous quand même, tu vois. C'est pas non plus le Moyen-Âge, quoi, concrètement, tu vois. Après, les protestants, bon, parfois ils ont un peu été liés aux juifs, d'ailleurs, dans le sens où ils étaient tous les deux des minorités religieuses. Et c'est aussi une époque, en fait, donc il y avait l'édit de Nantes de 1598 qui a donc permis de leur donner plus de droits. Mais en 1685, il y a le nouveau, donc le petit-fils d'Henri IV, qui est Louis XIV, et lui, il veut asservir, lui, il veut dominer, c'est voilà vraiment le monarchisme absolu, et il veut que son royaume soit uni dans la foi aussi. Donc d'un côté, il était contre les protestants, mais par exemple, il était aussi contre le jansénisme, qui est un autre courant du catholicisme, et il était contre, entre guillemets, tous les hérétiques, on va dire. Et il y a une caisse des économas, ou une caisse des conversions, qui s'est créée en 1676 pour récompenser les protestants qui se convertissaient au catholicisme. Mais ça n'a pas vraiment bien marché. Et donc, en 1685,
Le royaume était relativement en paix. Il y avait la guerre de Hollande était finie. Et Louis XIV, il venait de se marier avec Madame de Maintenon. Il était assez tranquille. Et il y a aussi la mort de Colbert en 1683, et qui fait que le parti anti-protestant se développe encore un peu plus, jusqu'à le vote de l'édit de Fontainebleau le 22 octobre 1685, qui vraiment signe la répression des protestants. Pour revenir aussi à 1898, si je dis pas de bêtises, vous voyez aussi les dragonnades. Les dragonnades. Les dragonnades, enfin, alors les dragonnades, non, je précise qu'Henri IV n'a pas embauché Daenerys Targaryen, voilà, voilà, il n'y a pas eu de vrai dragon, rassurez-vous. Non, les dragons, c'était, je crois, alors si je dis pas de bêtises, le nom de régiment aussi, de régiment spécialisé, un peu comme les mousquetaires, je crois, comme les mousquetaires d'ailleurs. Alors c'était des exactions des soldats contre les protestants. C'était notamment les protestants, ils étaient forcés de loger des soldats chez eux. Et donc ça a débuté en 1681 dans le Poitou, puis ensuite dans le Dauphiné en 1683. Par exemple, dans le livre de Michel Zancherini, il y a une jeune fille de 18 ans, Blanche, qui témoigne, qui habite le Dauphiné. Elle dit qu'il y avait toujours 20 soldats qui étaient chez elle et chez ses parents. Et donc, ça vient aussi du coup des dragons, qui étaient un type de régiment. Et dans le Poitou, les dragons venaient officiellement chez les protestants pour récupérer les tailles. Donc les tailles, c'est quoi ? C'est pas je fais 1m80, je fais 1m60 par exemple. C'est quoi les tailles ? Ouais, c'est vrai, c'est un impôt royal. Oh merde. Donc un impôt, mais il était beaucoup plus fort pour les protestants que pour les catholiques. Et en fait, c'était un moyen de leur mettre la pression, de leur jurer d'abjurer leur religion. Donc les dragons, souvent ils étaient aussi violents, ils les frappaient, ils leur mettaient des coups de poing, des coups de pied, des coups de bâton, et ils ont aussi attaqué des femmes et des enfants. Et voilà, il y a certaines personnes qui ont été brûlées ou même pendues. Alors pensez à payer votre impôt sur le revenu cette année. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais oui, voilà, les dragons, c'était là je lis la définition de Wikipédia. Les dragons étaient des soldats réguliers, parfois envoyés chez des contribuables redevables d'arriérés qui devaient les loger à leurs frais jusqu'au paiement effectif de leurs dettes. Voilà, c'est. Dans les faits, ce ne sont pas toujours des dragons qui effectuèrent les dragonnades protestantes, mais on va dire le nom, les dragonnades sont restés, j'imagine, pour quelques exactions bien précises. Mais voilà, c'est ça pour dire les dragons, c'était sous Louis XIV, pour mettre sous perf les protestants, pour les faire rentrer dans le rang, parce que voilà, en gros, c'est un peu comme, on appelle ça la méthode George Bush, tu vois, pour exporter la démocratie. George Bush avait été armé de M16, voilà. Louis XIV, pour exporter le catholicisme au sein du pays, au sein du royaume, voilà, il avait les lourds dragons et les lourdes dragonnades pour massacrer femmes, enfants, vieillards qui ne voulaient pas se convertir à l'amour de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Voilà, en gros, c'était ça le projet. Et puis le projet, quand on tue des gens, je pense que ça porte ses fruits, mais j'ai envie de dire quelque part à quel prix, quoi. Ouais. Et ça nous montre aussi que petit aparté. Là pour le coup c'est même finalement deux courants d'une même religion, donc on voit que même au sein d'une même religion ils se sont les catholiques ont massacré les protestants et voilà, et que même au sein d'une religion des fois il peut y avoir des guerres. Ah oui, il y a qu'à voir une baston entre anarchistes et marxistes. On est censé être proches, mais par contre les bastons sont vénères. En tout cas, ouais, voilà, il y a rien de plus brutal qu'une bagarre entre frères. Il y a rien de plus violent. Et globalement, on a 10 fois plus de chances de s'embrouiller avec quelqu'un que l'on connaît qu'avec un inconnu. Après, vous faites ce que vous voulez de cette stat que je sors de mon cul. Donc
Donc, non, je pense que pour l'édit de Nantes, tu voudras rajouter quelque chose. Je pense qu'on a un peu tout dit, quoi. Enfin, voilà, répression par la violence, unification dans la foi. Bon, je sais pas, tu voulais peut-être rajouter quelque chose ou Alors, pas, ou pas. je voulais parler un peu de ce qui est la résistance protestante, les églises du désert. Voilà. Du coup, pour parler de cette période, les protestants ils parlent du désert en référence à la Bible et aux épreuves des Hébreux après leur sortie d'Égypte. Et donc, pour certains, ils vont choisir de s'exiler dans des nations qui étaient un peu plus favorables au protestantisme, comme la Prusse, l'ancêtre de l'Allemagne, enfin la Suisse, les Pays-Bas qui s'appelaient alors les Provinces-Unies, le Royaume-Uni. Mais il y a toujours une répression puisque en mai 1686, il y a des peines pour ceux qui partent ou pour ceux qui favorisent les évasions. Les hommes ils peuvent être envoyés en galère, les femmes elles peuvent être envoyées en prison, leurs biens peuvent être confisqués et il y a même la peine de mort pour les passeurs. Et c'est aussi un des plus grands mouvements d'immigration moderne. D'ailleurs, par exemple, en Allemagne ou dans certains pays, des fois, on a des personnes qui sont allemandes et qui ont des noms de famille français. Et en fait, l'idée que, par exemple, il y a Oscar Lafontaine, c'est un homme politique allemand. Et en fait, l'idée, c'est que c'est peut-être un descendant de protestants français immigrés. Et on retrouve des personnes comme ça, des descendants de Huguenots en Allemagne ou même dans d'autres pays. Et ceux qui peuvent pas immigrer, souvent ceux qui sont plus pauvres, ils créent des assemblées clandestines, notamment dans des régions historiquement protestantes comme les Cévennes ou le Languedoc. Dans le Poitou, c'était plutôt des artisans ou des paysans. Et à Poitiers, par contre, c'était plutôt des notables. Mais il y a aussi une période de prophétisme. Donc les prophètes, c'est des hommes, des femmes, des enfants. Il y a des paysans, des artisans, des gens de vraiment tous les milieux. Et ils annoncent la délivrance. Dans leurs termes, ils annoncent la délivrance du peuple d'Israël, donc les protestants, et la destruction de Babylone. Ce qu'ils appellent Babylone, c'est l'Église catholique. Et donc il y a aussi un peu une forme de radicalisation chez les protestants. Par exemple, il y a des personnes qui sont prises de convulsions. On dit que c'est des prophètes. D'ailleurs, ça plaît pas à tous les pasteurs, puisqu'il y a aussi certains pasteurs qui rejettent ce côté prophétique. Et par exemple, il y a aussi dans les années 1700, dans les Cévennes, les Camisards qui vont combattre contre les dragons et qui vont brûler aussi d'autres églises. Et on peut dire que ça se conclut aussi par la mort du roi Louis XIV. Et là, il y a le premier synode du désert et les églises protestantes se réorganisent et notamment pour rompre avec le mouvement prophétique et le mouvement Camisard qui étaient tous les deux assez radicaux. Et voilà, ça, après la mort en fait de Louis XIV, ça s'améliore un petit peu pour les protestants, même s'ils sont quand même toujours une minorité discriminée. D'accord. Ok. Alors, les Cévennes, j'y ai vécu.
je vous conseille d'y aller pour les vacances, mais pas pour autre chose. Voilà, je dirais juste que ça. Maintenant, dans les Cévennes, il y a 10 hectomètres carrés, mon Dieu, c'est catastrophique. Ouais. Enfin, bref. Je vais pas. Non, mais enfin, je dis les Cévennes, voilà. Si vous voulez faire votre expérience, allez passer 2 semaines au Vigan, voilà. Je dis ça, je dis rien. Vous en direz. Vous allez voir 2-3 trucs un peu bizarres. Mais enfin bref, tout ça. Enfin bref, non, je vais pas laisser ma détestation du Vigan parler à ma place. Donc enfin, je pense que la révocation de l'édit de Nantes, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, limite les échos d'aujourd'hui de l'édit de Nantes sur la laïcité, peut-être. Voilà. Là aussi, on embrasse le camarade Rolly Garé, à qui j'ai fait un podcast sur la laïcité. Enfin, t'as peut-être quelques datas dessus, ou tu veux qu'on passe un peu aux Indiennes et à la Fashion Week? Je veux bien passer sur la Fashion Week. On passe pour la Fashion Week. La laïcité, allez écouter ce podcast, il est très bien. Activez la cloche, 5 étoiles, tout ça, abonnez-vous. Tout ça, voilà. Les Indiennes, textile, désir et empire. Donc, les Indiennes, est-ce que tu peux nous dire quel genre de tissu ça peut être? Quel fashionista inspirait ce genre de vêtements? Alors, c'était de toiles peintes ou imprimées qui étaient importées par la Compagnie française des Indes orientales, qui est créée en 1664 à l'initiative de Colbert. Et donc c'était, il y avait des artisans indiens qui utilisaient des mordants, des sels pour bien fixer les colorants avec la teinture. Et ils avaient vraiment des couleurs nouvelles qu'on connaissait pas forcément en Occident, des couleurs qui sont assez vives, assez riches, avec par exemple le rouge de la Garance ou le bleu de l'indigo. Et le bleu de l'indigo, en fait, qu'on trouve dans les indigotiers aux Antilles. Donc c'était aussi quelque chose, un peu comme le café, le chocolat, tout ça, qui était nouveau pour les Occidentaux. Et voilà. Bon, en fait, je suis en train de me dire, en fait, les Indiennes, c'est un petit peu l'ancêtre de merde. Comment s'appelle ce magasin, cette chaîne de vêtements merde, Desigual, en fait. Ah ouais, pourquoi pas. Avec des motifs ultra pétaradants, tu vois. Parce qu'apparemment en Europe, on se sapait qu'en noir, comme apparemment, tu vois. Non, mais au-delà de la vanne, il y avait vraiment. Apparemment, il y avait vraiment tout un délire vraiment d'associations de couleurs vraiment inédites. Voilà, de toute façon, voilà, un truc de mode. Genre, on n'avait jamais vu ça, de telles associations de couleurs, etc. Puis voilà. Et puis, ceux qui avaient la moula ont voulu, faire craquer la carte bleue, saper comme ça pour kiffer, tu vois, et puis alimenter le compte Insta, tu vois. Mais franchement, les vêtements indiens, je t'avouerais que avant de lire le livre de Michel Zancardi-Fournel, j'étais à milieu de m'imaginer qu'il aurait pu y avoir ce genre de phénomène, tu vois. C'est un truc que j'aime bien faire, moi, parce que j'ai écrit aussi un petit roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin bref. Mais un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est vraiment l'histoire de la mode et comment on voit à différentes époques aussi les femmes, elles avaient plus besoin de travailler et du coup elles ont abandonné leurs robes et ont pris des vêtements un peu plus pratiques qui étaient plus comme ceux des hommes finalement. Enfin, c'est une petite aparté, mais je trouve que l'histoire de la mode, c'est un peu, on n'en parle pas trop, mais c'est hyper intéressant. Ouais, non, mais effectivement, parce que faut bien s'habiller, faut bien s'habiller, donc les vêtements indiquent des trucs. Même il y avait un bouquin, enfin c'était pas sur la mode en tant que tel, c'était sur les rêves dans la société du Troisième Reich. Je trouve que c'est un angle, tu vois, avec la mode, c'est que rêvent les gens dans le Troisième Reich, qu'ont rêvé globalement les gens du commun, tu vois. C'est à quel point une société nous impacte dans notre sommeil, tu vois. Ça, c'est un angle un peu bizarre, mais je trouve qu'il n'est pas déconnant. Il y a un livre qui traite du sommeil dans une société totalitaire. Il n'a pas de... Enfin, je te passerai le bouquin. Alors, je sais pas ce que le bouquin vaut concrètement, je sais pas. Mais je trouve que l'angle en lui-même, je trouve qu'il est un peu atypique, mais intéressant. Mais pour revenir un peu sur les Indiennes, en fait, c'est en quoi les femmes des villes quand les femmes des villes achètent ce genre de fringues, en fait, en quoi elles participent à à une forme de résistance, en fait, par rapport à ça. Enfin, c'est quoi le mécanisme? Parce qu'on pourrait juste se dire, ouais, c'est de la consommation exotique comme le reste, il y a aucune portée de résistance, il y a aucune portée de rien, c'est juste le connard de blanc ou la connasse de blanche qui veut juste kiffer les fringues. Mais en soi, apparemment, il y a un vrai délire derrière ça, un vrai délire de résistance derrière ça. Il y a un peu un côté, parce que
faut savoir que pendant longtemps, aujourd'hui quand même, tout le monde s'habille à peu près pareil, riche ou pauvre. Et à l'époque, c'était beaucoup plus marqué entre les classes sociales, le vêtement. Et là, c'est les femmes, c'est un peu un style vestimentaire qui transcende les classes sociales. Genre, il y a les femmes d'artisans, les femmes des marchands, les domestiques, et aussi, les femmes riches, mais aussi, par exemple, des chanteuses d'opéra, toutes les, oui, c'est des femmes vraiment de diverses classes sociales qui commencent à s'habiller comme ça, et c'est plus tellement une question de naissance, d'aristocratie, tout ça, mais c'est plus de qu'est-ce qu'on porte. Ça devient aussi une forme de luxe populaire, on va dire, et ce qui est assez drôle, c'est que il y a un peu des émeutes qui se créent autour de ces tissus, et il y a différents arrêtés qui essayent d'interdire les indiennes, mais malgré ces interdits, les femmes, elles continuent à en porter, et ce goût pour la mode, finalement, il est plus fort que la peur d'être attrapée. Par exemple, il y a des femmes qui vont sur les balcons. Il y a aussi un côté, on va se montrer, ça va être une forme de résistance passive, quoi. Une forme de résistance au pouvoir royal, c'est ça, au pouvoir patriarcal peut-être? Je sais pas si j'irai jusque-là, mais ouais, c'est vrai, il y a un côté très genré. Et une forme de résistance au pouvoir central, et ouais, voilà. C'est au lieu, c'est un peu comme je crois, dans un pays en Asie en fait où les résistants en fait, comment dire, au pouvoir autoritaire, je sais plus dans quel pays en Asie, mais en gros les mecs avaient le drapeau de One Piece, voilà. Oui, j'ai vu. Alors effectivement, je dis pas que les indiennes en termes d'imaginaire, on parle d'un manga, machin, voilà. Mais on va dire que les indiennes en termes on peut critiquer ça, et je pense que c'est critiquable, critiquer ça, oui, production du colonialisme, récupéré, en France, etc. Mais c'est vrai que l'objet a été pris, effectivement, au-delà de son côté, capitalisme colonial, on va dire, ça a été vraiment un support d'affirmation, de quelque part d'effacer un petit peu les classes sociales, une forme de sororité en fait entre les femmes, entre la bourgeoise et on va dire la gueux, on va dire ça comme ça, d'une manière un peu ostentatoire, tu vois. Je pense que il y a peut-être une forme de proto-féminisme qui pouvait s'exprimer peut-être, ou de sororité à défaut. Ouais. Après, il y a aussi un lien avec. On peut pas encore parler de mondialisation, mais il y a de plus en plus de fabriques qui se multiplient, et il y a des villes comme Nantes qui deviennent un peu les lieux de production des indiennes. Il y a diverses industries chimiques qui sont créées à Rouen pour seconder l'imprimerie des tissus. Et c'est pas encore de la mondialisation, mais on peut dire que c'est une forme de globalisation déjà à l'échelle de la France. Et c'est vrai que je reviens sur les vêtements, mais d'un côté, il y avait une grande différence entre les riches et les pauvres, mais il y avait aussi des grandes différences entre les régions, finalement, avec les costumes traditionnels bretons, alsaciens, tout ça. Et là, il y a les indiennes qui arrivent, et on peut voir que c'est déjà un premier pas dans une forme de globalisation culturelle, du moins à l'échelle de la France. Là, je suis en train de taper sur Wikipédia. Apparemment, dès 1660, déjà à Marseille, il y avait des manufactures qui produisaient des indiennes sur place aussi. Okay. Donc apparemment, c'est un truc qui a été découvert, puis localisé, etc. Ça a l'air d'être contre l'interaction décrétée par le pouvoir en place, la volonté. Après, il y a du protectionnisme, etc. Je vois un petit peu la fiche. En même temps, je lis la fiche Wikipédia, vous m'excuserez.
Mais la fiche Wikipédia n'est pas exhaustive. Apparemment, il démontre pas, on va dire, le côté un peu social du vêtement. On va dire qu'apparemment, il y aurait aussi une version, comment dirais-je, une version perse aussi de l'indienne, avec d'autres motifs, mais avec la récurrence des couleurs vives, etc. Et donc, apparemment, selon Wikipédia, mais après peut-être qu'Elon Musk pourrait me contredire. Mais apparemment aussi, ça aurait été, je crois, fabriqué en Europe, machin. Non, mais ça, c'est fabriquer les étoffes. Apparaissent à Venise et à Venise en 1570 et à Marseille en 1575. Bon, bah écoute, voilà. Bon, on n'est pas les premiers, mais bon, dommage. Bon, on n'est que les deuxièmes. Mais apparemment, ouais, et sur ce vêtement, on aurait pu penser qu'un bout de tissu, ça serait un petit peu quelque peu anecdotique, en fait. Mais en tout cas, dans le livre de Michel Zancarny-Fournel, ça mérite qu'on s'y attarde un peu. Et comme je vous l'ai dit, ce podcast ne remplace pas la lecture. C'est comme les résumés d'IA sur la Bible de Martin Eden. C'est des résumés, ça remplace pas la lecture. Donc, si vraiment, voilà, lâchez vos livres de merde, voilà, sur, je sais pas, de Doria Bouteja ou autre, ou de Piketty, lisez ce livre-là. C'est un livre sûr, on va dire. En tout cas, selon mes critères. C'est forcément les bons, fatalement. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'on en vient un petit peu à la conclusion, où tu avais un petit peu tout dit, un peu sur le côté textile du truc, ou pas? Je regarde. Il y avait la possibilité de faire un lien avec la fast fashion actuelle. C'est vrai qu'on peut faire un lien avec le commerce triangulaire et avec un peu Shine et tout ce qui va être l'esclavagisme moderne. Et finalement, d'un côté, Shine, ou tout ce qui est fast fashion, on va exploiter des pauvres femmes en Chine ou au Bangladesh ou tout ça. Et d'un côté, on va exploiter des femmes qui sont très pauvres, mais d'un côté, on va aussi cibler des personnes, dont des femmes qui sont aussi parmi les plus pauvres. Et il y a aussi une forme de luxe, enfin, pas de luxe, mais Shine par exemple, et tout ça, ça cible aussi les personnes des milieux populaires qui finalement peuvent pas forcément se payer des vêtements qui sont un peu chers, et voilà, oui, on peut faire le lien avec le port des Indiennes par les classes populaires. Ouais, puis ça une division mondiale du travail aussi, toujours issue de la colonisation. Enfin, comme tu l'as dit aussi précédemment, c'est le début j'allais dire du mondialisme. Henri de Lesquen sort de ce corps. Non, c'est le début d'une espèce de mondialisation, on va dire, de l'économie. C'est pas encore du capitalisme, même si ça en prend bien le chemin. Pas en tout cas à cette époque-là, pas encore. Mais en tout cas, oui, une forme d'économie mondialisée avec une division mondiale du travail et à l'intérieur de cette division mondiale du travail, une division raciale du travail. Donc, effectivement, il y a déjà les prémices, en tout cas les graines de ce que devient. Enfin, après, bon, il n'y a pas d'histoire déterminée à 100%. L'histoire a pu prendre une bifurcation très différente, mais en tout cas, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, on est en 2025, c'est la merde, Trump est président, bon, et puis le nouveau maire de New York, je suis content, mais je suis pas trop rassuré non plus. Mais enfin bref, on verra bien. Mais on peut pas, on n'est jamais heureux à gauche, tu vois. On n'a pas le droit au bonheur politiquement, mais enfin bref, tout ça pour dire que, ouais, déjà dès l'Édit de Nantes et déjà dès le Code Noir et puis les Indiennes, c'est vrai que on voit déjà quelques éléments qu'est notre monde actuel, on va dire. Il y a quelques petites graines, quoi. Et donc, la conclusion. Pourquoi relire 1685 en 2025? Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que j'ai pas fait la conclusion un petit peu avant? Merde, fais chier. Oui, un peu quand même. Oui, d'un côté, il y a le renforcement du pouvoir royal. Il y a une globalisation, une massification et une institutionnalisation de l'esclavage comme modernité, et une organisation progressive des persécutions envers les protestants. Donc, on peut voir une double persécution des esclaves et des protestants, et en plus une persécution des esclaves au service du capitalisme textile. Et tout ça, ça va dans un ensemble d'autoritarisme, de refus et d'infériorisation des minorités,
On peut dire qu'il y a pas, enfin, ce serait un peu j'aime pas trop quand on dit toujours, c'est la même chose aujourd'hui, tout ça. Parfois, c'est un peu anachronique. Mais par exemple, le code noir, ça peut poser un peu la question du racisme institutionnel et de l'impact social que peut avoir le racisme même au sein des institutions et même le colonialisme qui est encore un sujet hyper tabou finalement et tout même quand je vois mes élèves parfois même les jeunes d'aujourd'hui qui sont un peu dans ce côté qui lancent des polémiques par rapport à la colonisation et tout et malheureusement ça reste encore un sujet tabou. Et pour les protestants, ça peut aussi poser la question qu'il y a actuellement du pluralisme, de la laïcité et comment la laïcité, parfois, souvent, notamment à droite, mais la laïcité, on la voit un peu comme un instrument, on va dire, de répression envers les minorités religieuses. Enfin, à droite, il y a un peu ce qu'on appelle la catho-laïcité, l'idée que la laïcité, ça s'applique pour tous les autres, mais pas pour les cathos. Et finalement, de penser la laïcité pas comme un instrument de répression, mais comme un moyen de garantir le respect et l'égalité entre toutes les religions, le catholicisme qui était majoritaire et qui a toujours une forme d'influence aujourd'hui, mais qui a quand même bien diminué, et toutes les autres, les protestants, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, et on peut aussi faire le lien, même avec l'antisémitisme. Parce que les protestants et les juifs, parfois, il y a eu des similitudes dans les persécutions. Et on peut aussi faire le lien avec Shine et la fast fashion. Désolée pour mon accent. Pour l'histoire des Indiennes. Ok, et puis après surtout parce que j'entends souvent, enfin peut-être un peu moins on va dire en ce moment, mais en tout cas pendant une période j'entendais souvent dire oui mais on bosse comme des esclaves. Alors je vois le parallèle, je peux potentiellement valider, mais calme-toi Billy, il y a pas encore ton patron qui peut se pointer chez toi, cramer ta baraque, tuer tes gosses et violer ta femme. Voilà, on va se calmer, tu vois. Je comprends si tu veux, oui dans le sens exploitation, oui mais il y a une exploitation, somme toute, qui me semble peut-être un peu plus brutale, Billy. Donc, voilà, faut remettre, faut pas diluer la spécificité des choses. Après, c'est sûr que c'est chiant, on va dire. Même dans le schéma marxiste, il y a l'esclavage, le servage et le salariat. Mais on est d'accord, Marx n'a pas dit salariat est égal à esclavage. C'est une forme d'exploitation, de domination de l'homme par l'homme, ça on est bien d'accord. Mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui on a un code du travail. Bon, vu l'époque qu'on est. Pour combien de temps, je t'avouerai, voilà, on sait pas, mais en tout cas, il est encore là au moment où on enregistre. Et surtout, ton patron peut pas se pointer chez toi, tout cramer, voilà, piller femme, enfant, machin, et vider ton frigo, et puis voilà. On n'en est pas encore là, si vous voulez. Donc, en tout cas, on n'y est pas. Donc, doucement avec les parallèles, et puis. Il y a l'esclavagisme moderne, mais voilà, c'est pas. Après, des gosses de 8 ans qui crèvent dans les mines. Effectivement, là, le mot esclave, pour moi, il est beaucoup plus justifié. Mais après, j'ai envie de dire, bon, est-ce que c'est le cancer, le choléra? Oui, non. Enfin, est-ce que c'est Sauron? Est-ce que c'est Saruman? Je t'avouerais que quelque part, je vais pas dire qu'on s'en fout, mais ça reste d'une sacrée merde. Hein. On est d'accord. Après, je laisse aux soins les spécialistes de la question préciser dans les commentaires, voilà, sur Spotify, ou même me contacter en DM. Voilà, l'esclavagisme moderne, etc. Enfin, peut-être même faire un jour un podcast sur l'esclavagisme moderne. Enfin, moi, je suis pas du tout contre l'idée, quoi. Donc, je pense qu'on a à peu près tout dit là-dessus. Bon, déjà, on a à peu près 1 heure de podcast. Bon, c'est plutôt honnête. Les gens en ont pour leur fric. Alors, Anita, premier enregistrement, voilà, enfin, après 3 reports. Oui. Enfin. Et le premier enregistrement, voilà, on va dire, c'était les premières fois. C'est pas forcément là où on est le plus à l'aise. Mais on va dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
En tout cas, merci. Enfin, je te dis à la prochaine fois, Anita. Voilà. Ouais, ok. On se fixe un rendez-vous et c'était Anita et Martin Eden en direct du Wokistan. Et merci à Michel Zanchirini-Fournel pour ce livre. Je tenais vraiment à préciser ça. Bisous à vous. On est en direct du Wokistan.